Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau live proposé par l'Express Éducation et ce soir à l'INSA Hauts-de-France. Alors, vous hésitez en post-bac entre le cycle ingénieur et une formation universitaire en sciences et technologies. Quelle voie correspond le mieux à votre profil, à votre façon d'apprendre et à vos futurs projets? C'est surtout ça l'essentiel. En tout cas, c'est au menu de ce live. On va décrypter ensemble les différences entre ces deux parcours, parler des méthodes de travail, du rythme et du niveau attendu, mais aussi évidemment des débouchés professionnels possibles après chaque formation. C'est un peu une battle qu'on vous propose ce soir entre cycle ingénieur versus licence sciences et technologies. Alors évidemment, une battle amicale, hein, voilà, hein, il n'y a évidemment pas lieu d'agressivité. Ce n'est pas en tout cas un débat politique qu'on vous propose ce soir, mais vraiment l'objectif est de vous éclairer sur ces deux parcours. Nos intervenants, justement, qui vont vous éclairer et peut-être débattre par moment, on verra bien, je vous les présente tout de suite. Vous avez avec nous, et on a avec nous Sylvie Monnier. Bonjour Sylvie. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Vous êtes directrice du cycle licence à l'INSA Hauts-de-France. À vos Exactement. côtés, Arthur Ximénez, qui est étudiant en L2 mathématiques, deuxième année de licence mathématiques. Bienvenue Arthur, merci d'être avec nous pour Bonjour, témoigner sur votre parcours. avec plaisir. Et, et puis de l'autre côté, en face, voilà, on a Antoine Veillère. Bonjour Antoine. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes directeur du cycle ingénieur et à vos côtés, Juliette Messiot, élève ingénieur en deuxième année. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous également qui nous rejoignez sur ce live, ce rendez-vous. On souhaite qu'il soit interactif. Alors, comment interagir avec nous? C'est vraiment pas compliqué. Vous avez donc sur votre droite, tout en bas de l'écran, l'onglet chat. Vous cliquez dessus et vous avez vraiment un espace classique d'échange et de chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à nous faire part de vos commentaires. Voilà, il y a Agnès qui nous dit bonjour, bonjour Agnès, soyez la bienvenue. N'hésitez pas encore une fois à témoigner et à poser vos questions. Également, on va vous lancer un sondage tout de suite pour savoir un petit peu qui êtes-vous. Voilà, vous cliquez sur l'onglet sondage. On aimerait savoir si vous êtes lycéenne, lycéen, parent de lycéenne ou parent de lycéen ou déjà en études supérieures. Voilà, n'hésitez pas à voter, ça va nous permettre aussi d'adapter le contenu ce soir vis-à-vis, en fonction de qui vous êtes. Voilà. Allez, c'est parti. Ce que je vous propose, je vais vous donner un petit peu le déroulé de ce live. Comme ça va vous permettre vous aussi d'orienter un peu vos questions. On va démarrer par faire connaissance avec l'INSA. Ensuite, on fera connaissance avec les licences. Du moins, on fera un focus sur les licences. Puis viendra un focus sur le cycle ingénieur, ensuite comment candidater, puis on s'intéressera en toute fin de live à la vie étudiante à l'INSA. Allez Antoine, je vous donne la main pour, déjà dans un premier temps, on va faire connaissance avec l'INSA. C'est parti. Donc, on va faire un petit focus rapide sur l'INSA HDF, mais ce qu'il faut bien comprendre en amont, même si on est dans le cadre d'une battle ici, c'est qu'au sein de l'Université Polytechnique Hauts-de-France se trouve l'école d'ingénieurs qui est l'INSA Hauts-de-France. Donc, en fait, on a vraiment les deux entités sur le campus. On a un point commun, c'est la formation des cadres humanistes, donc qui se fait en 5 ans, que ce soit au travers des cycles licence et master, dont on va parler, mais également au niveau du cycle ingénieur. On a également la possibilité pour les cursus licence et master d'aller un petit peu plus loin que le bac+5 au travers de la poursuite en doctorat et donc de s'orienter vers le monde de la recherche. Ce qui nous rassemble également, c'est notre volonté d'avoir une démarche qui est globalement diversifiée, inclusive, tournée vers le développement durable et les aspects environnementaux. Donc les chiffres qui sont ici en attestent, avec notamment un pourcentage de femmes qui est de 24%, compte tenu des thématiques abordées, en fait, qui est relativement important. Hein. Un quart de nos étudiants sont des étudiantes, étudiants ou apprentis, et avec un taux très important également d'étudiants boursiers. Donc, si on fait un focus rapide sur l'INSA Hauts-de-France, c'est une école d'ingénieurs au sein de l'université, l'UPHF, mais également au sein d'un groupe qui est le groupe INSA. Ce groupe INSA, il est constitué de 7 INSA en France, vous en avez la liste ici, disséminés donc, tout autour de la France. Et vous voyez un petit manque sur la carte, c'est l'absence de centres dans la région parisienne. En fait, hein, l'objectif, c'était vraiment de s'ouvrir
ouvrir l'environnement et se détacher des prépas élitistes parisiennes pour ouvrir au plus grand nombre les études dans le cadre de ces INSA. On a également 5 écoles partenaires qui nous accompagnent dans ce cadre. Donc, si on revient à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, on est une université à taille humaine, environ 12 000 inscrits et 3 000 environ pour l'INSA Hauts-de-France, et à peu près 25% d'étudiants internationaux, c'est important aussi. On a beaucoup de formations par apprentissage et formation continue, que ce soit en cycle, licence, master ou en ingénieur. Et géographiquement, nous sommes sur 5 campus, 2 à Valenciennes, 1 à Cambrai, 1 à Maubeuge et 1 à Wallers-Saint-Lambert. Donc, au sein de cette UPHF, l'INSA est un établissement composante. Et en fait, ça nous apporte beaucoup de richesse puisque nous pouvons partager des services, donc ce qu'on appelle du coup des services communs, avec de nombreuses bibliothèques, 4, des restaurants et résidences universitaires, beaucoup d'associations étudiantes, et nos étudiants auront l'occasion d'en parler tout à l'heure, et aussi des installations sportives importantes. Alors, ce qui nous rassemble, là on vient de l'évoquer, on a évoqué les structures, mais également il y a les grandes thématiques. Donc les thématiques, c'est les domaines scientifiques et techniques. Donc on va, que ce soit au niveau de l'université ou au sein de l'INSA HDF, travailler sur des thématiques qui sont communes. Ces thématiques, vous les avez ici, elles touchent à différents domaines. Le transport, les mobilités. Donc on a ici un maillage très très important d'entreprises tournées vers ces domaines-là, également de centres de recherche. Une orientation vers l'industrie du futur, donc que ce soit dans l'automatique, le génie électrique, le génie industriel, la qualité, ou encore le procédé des matériaux. Vous voyez, c'est un scope très très large qui est résumé ici dans cette terminologie industrie du futur. On parle d'industrie du futur, évidemment. Ouais, s'il te plaît. On parle d'industrie du futur, mais également de l'informatique, et on va retrouver au niveau principalement de l'université ici des sciences fondamentales. Donc les mathématiques et la physique. Tout ça, ça s'appuie sur des plateformes qu'on voit ici, donc des équipements, des plateformes technologiques qui sont également adossées à la recherche, un véhicule autonome, un bâtiment en entier, un CEBD, centre d'expérimentation en bâtiment durable, des centres de réalité virtuelle, évidemment des Fab Labs. Vous voyez toute la diversité des installations sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire une formation de qualité à l'UPHF, mais également au sein de l'INSA HDF. Et donc, qu'on soit étudiant en cycle ingénieur ou étudiant en licence, en master, chaque étudiant construit son projet. Ça, de nouveau, sont des points communs, c'est-à-dire qu'on a des stages conventionnés avec les entreprises, le soutien du service d'orientation et d'information, le bureau d'aide à l'insertion professionnelle, à disposition des ressources documentaires, mais aussi de nombreux forums qui sont organisés avec des participations à des ateliers, des entretiens, l'aide à la réalisation de CV, etc. Et puis, sont intégrés dans chacune de nos formations des modules spécifiques pour mieux se préparer, techniques d'expression, communication, connaissance de l'entreprise, et il y a aussi la possibilité de faire de l'alternance, que ce soit en cycle ingénieur ou en licence et en master. Et donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est parler justement de nos 2 progressions possibles dans notre établissement singulier, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire un 2+3 ou un 3+2, c'est-à-dire on commence par un premier cycle, par exemple, les SHPI, sciences humaines pour l'ingénieur en 2 années, qui se poursuit par un cycle ensuite avec un choix de spécialité en école d'ingénieur qui dure 3 années. Et en parallèle, on peut faire une licence, qui est cette fois en 3 années, suivie d'un master en 2 années. Ces 2 progressions peuvent déboucher sur un doctorat plus appliqué côté ingénieur et doctorat recherche ou appliqué côté licence-master. Tout ça pour arriver à Bac+5, à être ingénieur ou cadre supérieur. Alors, ingénieur, si on est puriste, on pense à la commission des titres qui délivre le titre d'ingénieur. Mais quand on sort d'un master, on a aussi tendance à parler de cadre supérieur qui travaille en ingénierie. Donc, on a tendance à parler d'ingénieur également. Donc, je vais rentrer maintenant plus. Oui, bien sûr. Juste un instant, juste pour vous dire que de continuer évidemment à voter sur le sondage. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur ce live. Et pour l'instant, on a une grande majorité de parents lycéens, et lycéennes avec nous. Soyez en tout cas les bienvenus. Et pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas à voter et puis n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Voilà. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, spécificité
de l'INSA, c'est d'avoir des formations universitaires et un cycle ingénieur. Justement, on va découvrir dans un instant donc les formations universitaires. Caroline nous pose la question dans le chat. Avez-vous un programme pour les sportifs de haut niveau dans le cycle ingénieur? Je vous promets, Caroline, on va y revenir dans un instant lorsque justement on découvrira le cycle ingénieur. Donc restez avec nous, Caroline, pour avoir la réponse à votre Alors, question. pour Voilà. répondre à Caroline, c'est une Ah, vous voulez battle, répondre donc je maintenant? dirais que nous aussi, en cycle licence-master, nous avons des sportifs de haut niveau, donc des deux côtés. Voilà, Des deux côtés, là, c'est match nul. voilà, c'est match nul Voilà. en fait pour les sportifs de haut niveau. Voilà, vous avez déjà la réponse à votre question, Caroline, mais surtout, vous restez avec nous, évidemment. Allez, Sylvie, on découvre à présent donc les formations universitaires. Alors, pourquoi choisir une formation universitaire? En fait, une des différences avec le cycle ingénieur, c'est que pour une formation en licence master, on sait déjà pourquoi on veut s'inscrire en licence, c'est-à-dire qu'on a un domaine de prédilection, les mathématiques, l'informatique, le génie civil, etc. Donc, une première raison, je dirais, c'est un diplôme reconnu et lisible. Donc, quand on est en licence master, vous avez peut-être déjà entendu parler du LMD, licence master doctorat. C'est quelque chose qui existe depuis les années 2000 dans toutes les universités européennes. Et donc, ça permet une reconnaissance des diplômes au niveau national et international. Ça favorise évidemment du coup la mobilité, que ce soit pendant les études, que ce soit pour une poursuite d'études, par exemple un master à l'étranger, ou pour aller travailler à l'étranger. Une deuxième raison, ça peut être une montée en compétences progressives, puisque on commence tout de suite ce pourquoi on a envie d'étudier, la discipline de prédilection, on va dire. Et en licence, ça permet d'acquérir des bases solides, disciplinaires, méthodologiques. Ensuite, on sait qu'on a le choix pour poursuivre un master, beaucoup de choix, et là, on se spécialise dans la discipline que l'on a choisie. La différence, c'est qu'on demande un peu plus d'autonomie au niveau du travail quand on est en formation universitaire. Et ça permet évidemment de développer des compétences de raisonnement, d'esprit critique. C'est cette autonomie aussi que l'on travaille à travers ces licences et ces masters. Les masters sont nécessairement adossés à des laboratoires de recherche. Nous avons donc d'intervention d'enseignants-chercheurs et évidemment de professionnels si besoin, ce qui nous garantit des contenus à la pointe de la technologie. Et c'est une voie royale pour s'orienter vers un doctorat, donc vers la recherche ou des métiers à valeur ajoutée ou dans des centres de recherche, par exemple. Alors là, des deux côtés, je dirais, on a évidemment des apprentissages par projet, des études de cas, des stages en lien avec des problématiques industrielles, des stages longs, courts, de l'alternance, et pour former des cadres supérieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est surtout des experts métiers aux esprits rigoureux et polyvalents. Et une insertion professionnelle qui est excellente, mais ça, je peux dire que c'est des deux côtés aussi. Nos formations sont déclinées par compétences. Qu'est-ce que cela change? En fait, nos formations sont plus lisibles, notamment pour les recruteurs, puisque nos maquettes sont maintenant décrites par compétences, c'est-à-dire on a structuré notre formation en blocs de compétences. Les évaluations des connaissances se font en contrôle continu, mais pour valider les niveaux de compétences, on procède par des mises en situation. On appelle ça des mises en situation authentiques, c'est-à-dire soit réelles, soit réalistes. Et là, de nouveau, on peut s'appuyer sur tous les équipements et les plateformes technologiques dont on vous a parlé tout à l'heure. Chaque bloc de compétences est validé, lorsqu'il est validé, apporte des crédits ECTL, c'est exactement ce que je parlais tout à l'heure au niveau européen, qui sont capitalisables et transférables d'une université à une autre dans toute l'Europe. Alors ici, à l'INSA, nous avons quelques licences, donc quelques mentions qui sont dispensées, et vous avez donc la liste sous les yeux en sciences et technologies, génie civil avec une 3e année possible en apprentissage, physique, chimie, mathématiques, informatique, sciences pour l'ingénieur. On a aussi une licence CPES, cycle pluridisciplinaire en études supérieures, et à l'INSA, une seule licence professionnelle domotique qui est possible par alternance. Et puis là, parce que ce n'est pas nécessairement l'objet aujourd'hui, mais un petit peu quand même sur les débouchés, je vous ai présenté à chaque fois ici la licence en premier, par exemple, licence audiovisuelle et médias numériques, suivie à côté de masters existants ici à l'INSA Hauts-de-France, c'est-à-dire des masters locaux, et puis quelques exemples de métiers que l'on voit ici dans les petites bulles. Et vous verrez tout à l'heure, lorsque Antoine présentera les spécialités ingénieurs, qu'on retrouvera des mêmes intitulés comme ici BIM Manager, par exemple pour le génie civil, ou voilà.
Donc là, j'ai passé en revue quelques licences pour vous montrer que, à l'issue de chaque licence qui n'est pas professionnalisante, sont proposés des masters ici ou ailleurs et qui débouchent sur un certain nombre de métiers possibles après ces licences et ces masters. Donc, je montre un petit peu, mais c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus pour après pour répondre aux questions. Tout cet ensemble de formations est disponible, bien sûr, sur notre site, au travers d'un catalogue. Et je pourrais revenir un peu plus tard lors des questions sur ces diapositives, si toutefois il y avait des questions précises sur nos licences et nos masters, précisément à l'INSA Hauts-de-France. Ces 2 masters, je n'ai pas mis de licence avant, puisque toutes les licences peuvent s'inscrire dans ces 2 masters, en fait, où il n'y a pas une licence particulière qui est demandée pour intégrer ces masters. Alors, un petit mot quand même, parce que j'ai parlé d'autonomie tout à l'heure, et ce mot, étant maman moi-même, peut peut-être effrayer en disant « Oh là là, j'ai l'impression que mon enfant ne sera pas autonome et ne pourra donc pas réussir en licence. » Alors, ne vous inquiétez pas, nous avons des plans de réussite et des super profs principaux qui s'appellent chez nous des responsables pédagogiques. Ils sont là pour prévenir et soutenir. Donc, dès la pré-rentrée, on accueille vos enfants et les lycéens qui nous entendent là, par des tuteurs étudiants. Il y a des visites, des formations, des tests de positionnement, une journée d'intégration pendant le mois de septembre. Et puis au premier semestre, on leur tient à la main, même des 2 mains, selon les enseignements en petits groupes, en travaux dirigés. Et des rendez-vous de bilan sont organisés entre septembre et décembre pour essayer de réorienter au plus tôt si on ressent le besoin. Et seulement à partir du mois de janvier commenceront les petits amphis de 60 à 130 étudiants. Et là, on peut dire qu'on leur lâche une première main. On organise des séances de soutien de façon hebdomadaire, des séances d'aide à la révision proposées pour tous sur la base du volontariat et ce toute l'année. Et dans le cas de la remédiation, vous savez que c'est le moment de Parcoursup, c'est presque fini, là, il ne vous reste plus que demain. Oui. C'est ça, c'est demain. Vous pouvez avoir une réponse qui est oui, si, et dans quel cas, en fait, s'ajoute à tout ce soutien organisé un accompagnement qui est individualisé par un tuteur, et j'en ai un à côté de moi, qui aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, 4 heures par semaine, et des séances organisées aussi avec un enseignant pour aider. Et pour tout ça, on a un centre de réussite qui est un lieu qui permet de nous réunir. On a parlé de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. En fait, notre ADN, notre signature, ce sont des modules polytechniques et des modules d'ouverture qui sont dispensés à chaque semestre et qui viennent un peu apporter autre chose que la formation. On vient de faire des mathématiques, de l'informatique ou du génie civil, mais les étudiants vont devoir s'ouvrir à d'autres domaines. Donc, j'ai mis ici quelques exemples de modules d'ouverture. Ça peut aller de l'éthique de l'entrepreneur à l'engagement citoyen ou alors à des certifications PICS ou de langue ou du sport, bien sûr, handball, football, etc. Et pour les modules polytechniques, ça peut être des modules qui touchent au développement durable ou à la recherche ou à la santé ou alors à aider les étudiants à préparer des concours de l'enseignement, par exemple, pour réussir. Et maintenant, je ne sais pas, Christophe, si on donne la parole tout de suite à Arthur. Arthur, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat concernant les licences proposées par l'INSA. Valérie nous a posé une question concernant l'accompagnement d'un projet innovant autour du sport. Valérie, je vous promets, on répondra à votre question d'ici quelques minutes. Mais avant, on va entendre un petit peu le témoignage d'Arthur. Donc, je rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas forcément avec nous au tout début de ce live, vous êtes en L2 mathématiques. Arthur, parlez-nous un petit peu de votre parcours avant de rejoindre l'INSA en quelques mots. Avant de rejoindre l'INSA, j'étais en licence en terminale. Donc, j'ai fait la spécialité mathématiques et spécialité SVT. Je n'ai pas pris l'option maths experte parce que je ne pensais pas venir en licence de mathématiques. Donc, j'ai gardé juste la spécialité mathématiques jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vous a fait choisir une formation universitaire, ce cycle plutôt vers une licence? Je voulais être plus autonome, apprendre à être autonome vraiment dans ma formation parce que j'estime que c'est une capacité qu'on doit avoir pour plus tard. Et du coup, j'ai choisi cette option parce que je pense que c'était la plus adaptée à mon projet aussi.
Justement, quel est votre projet ou quels sont vos projets, Arthur? Après la licence de maths, j'aimerais faire un master de maths appliquées à Lille et essayer de devenir actuaire. C'est quoi? Éclairez-nous. C'est des gens qui. Voilà, un actuaire, c'est quelqu'un qui utilise les mathématiques pour faire en sorte que les associations, les assurances et les banques maximisent leurs bénéfices sur les contrats. Merci pour cet éclairage. Arthur, ouais, Arthur, éclairez-nous un petit peu aussi sur votre quotidien aujourd'hui à l'INSA. Vous êtes en 2e année de licence. En fait, on en a parlé tout à l'heure, Sylvie, on a parlé aussi de l'autonomie. Vous en avez parlé également. Comment ça se passe concrètement? Parce qu'on a une grande majorité de parents lycéens et c'est parfois un peu une angoisse pour les parents de savoir que leurs enfants vont rejoindre l'université avec des grands amphis. Comment ça se passe? Racontez-nous. Justement, comme l'a dit Madame Monnier, on est très encadré quand même ici, contrairement à d'autres universités. On est des petits groupes et même quand on passe dans les amphithéâtres qui sont censés être des plus gros groupes, c'est pas des groupes, en tout cas en licence de maths, on est une cinquantaine en première année et après les groupes baissent, la quantité des gens dans les groupes baisse, donc forcément on est beaucoup moins. Donc les professeurs peuvent vraiment se concentrer sur les problèmes des élèves quand ils en ont. Donc c'est très encadré quand même. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait un gap entre donc l'université, aujourd'hui, notamment en première année de licence, hein, l'année dernière et puis, votre vie au lycée? Oui, parce que forcément, il faut quand même être plus autonome, il faut travailler plus soi-même à la maison, et on a moins d'heures de cours, mais il faut travailler plus chez soi. Donc oui, il y a un niveau demandé qui est plus élevé, mais les professeurs nous encadrent, donc on sait quoi faire, on n'est pas perdu, et c'est bien parce que ça déstresse au début. Bien. Oui, il y a aussi le contrôle continu, ça permet de se rattraper si on fait une erreur dans un examen. Arthur, vous avez hésité avec d'autres formations avant de choisir, de rejoindre l'INSA? Je voulais faire STAPS, donc rien à voir du tout. Mais quand je suis venu faire les portes ouvertes, en étant en terminale, justement, j'ai arrêté d'hésiter, en fait, tout de suite. Bah, voilà, comme ça, c'est clair, les choses sont claires. Ludovic qui a malheureusement, raté le début de ce live et qui voulait en savoir un peu plus pardon, sur l'INSA Hauts-de-France, qui nous dit, Ludovic: «Ce n'est pas une INSA classique comme Lyon ou Toulouse». Vous êtes différents, en fait? En Ah quoi bah êtes-vous oui. différents? Ah oui, oui, c'est vraiment, c'est ce qu'on a commencé par expliquer au tout départ, c'est que on est un établissement, en fait, composante de l'UPHF, c'est-à-dire que on vit, les uns à côté des autres et les uns avec les autres, entre le cycle ingénieur et les formations universitaires. Donc on est vraiment une INSA, il y a le groupe INSA qui regroupe les écoles d'ingénieurs et nous, on est une INSA, l'INSA Hauts-de-France où, il y a l'université, les formations universitaires qui vivent, à côté des formations ingénieurs. Pour Et clarifier, Ludovic, simplement, l'INSA Hauts-de-France fait partie, enfin juste, l'INSA Hauts-de-France, comme les autres INSA, fait partie du groupe INSA et n'est pas ni moins légitime ni plus légitime que les INSA de Lyon, Toulouse et autres. La particularité, c'est l'intégration de l'école d'ingénieurs au sein d'un maillage qui est l'université. Et ça, de notre point de vue, c'est une singularité, ça c'est sûr, par rapport aux autres écoles du groupe, mais ça offre des passerelles et une transversalité importante qui fait qu'on est en capacité d'échanger tous ensemble sur ces thématiques. voilà, Ludovic, ça répond à votre seconde question, notamment. Lucas vous pose une question, hein, Arthur, il aimerait savoir, est-ce que le travail personnel est important en licence? Est-ce qu'on est livré à nous-mêmes? Il va nous-mêmes, comme je disais tout à l'heure, non, parce que les professeurs essayent de nous orienter quand même, mais le travail est quand même important parce que il faut, c'est quand même des notions qui sont pas simples, donc il faut travailler, hem et travailler le cours, les exercices, tout travailler parce que le cours, on en a besoin pour par exemple, en licence de maths, on en a besoin beaucoup pour faire des démonstrations. Si on n'a pas le cours, on n'a pas la base, donc on ne peut pas faire la suite. Donc c'est important de bien travailler chez soi, sinon ça ne peut pas suivre. Continuez évidemment à poser, vos questions, notamment sur le quotidien de Sylvie. On va entendre dans le quotidien d'Arthur, pardonnez-moi.
On va entendre dans quelques minutes aussi le témoignage donc de Juliette qui, elle, est sur le cycle ingénieur. Sylvie, c'est parce que je voulais vous poser une question, Sylvie. Oui. Justement, est-ce qu'on peut rejoindre le cycle ingénieur après une licence? Oui, 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 c'est tout à fait possible. Alors, c'est pas la voie royale, bien sûr, mais bon, on travaille ensemble, en fait, hein. On est 2 directeurs de cycle et on échange beaucoup. Donc, si un étudiant est désireux, il est en licence et désireux de rejoindre l'INSA, on en discute et il y a des places, bien sûr, pour les étudiants qui sont en licence. C'est pas le recrutement prioritaire, bien sûr, mais il y a des places et si l'étudiant est sérieux, a quand même de bons résultats, hein, faut pas non plus sa candidature est examinée au même titre que les autres élèves qui souhaitent intégrer l'INSA, le groupe INSA, sans souci. Eh ben justement, donner la main à Antoine justement pour, découvrir donc le focus, on va faire un focus sur le cycle ingénieur donc à l'INSA Hauts-de-France et on va revenir sur la présentation. Voilà. Idéal, super. OK. Alors c'est parti. Donc sur le focus sur les formations d'ingénieurs, hein, vous allez retrouver des zones communes. La présentation qui est faite ici, c'est l'organisation en 2 cycles. Donc 2 cycles. Tout à l'heure, Sylvie parlait d'année 3, enfin, d'un modèle 3+2 ou 2+3. Nous, on est vraiment sur le modèle, donc la partie 2+3. Donc le premier cycle, en 2 ans. Premier cycle, c'est ce qu'on appelle le département SHPI, Sciences et Humanités pour l'ingénieur, avec un volume horaire de l'ordre de 1650 heures académiques. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la charge de travail, la différence principale, c'est l'autonomie. On est très encadré sur l'aspect ingénieur, avec un volume horaire qui est conséquent au long de la scolarité. Pendant les 2 premières années de cycle, pas de premier cycle, pas de spécialisation. On fait un focus sur les sciences fondamentales, sans mettre de côté d'autres éléments très importants pour devenir un bon ingénieur et un bon ingénieur INSA, à savoir les humanités, le sport, mais également la préparation vers la projection et le futur métier d'ingénieur à venir, à savoir avec des stages de préparation à la mobilité. À l'issue de la 2e année, on bascule sur le second cycle, 3e, 4e, 5e année, et là, on débouche vers des spécialités. Le volume horaire conçoit, donc ces spécialités, on va le voir juste après, sont accessibles sous différents statuts, étudiants, apprentis. Pour un statut étudiant, on est sur l'ordre de 1800 heures académiques avec 10 mois de stage, et en apprentissage, on est sur à peu près 1700 heures académiques, et le reste est en entreprise avec des différentes formes d'apprentissage et différentes modalités d'apprentissage. Donc, obtenir son diplôme d'ingénieur, ça certifie en gros d'avoir des bonnes compétences scientifiques, d'avoir des capacités à prendre en compte des dimensions organisationnelles et également d'avoir des capacités à s'adapter aux exigences propres à l'entreprise et à la société. Le terme exigence, on va le retrouver plusieurs fois dans la présentation. Voilà, donc, une formation d'ingénieur, mais une formation universitaire aussi, ce sont des formations exigeantes. Les enseignements s'articulent autour de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques sur des sciences et techniques et sur des humanités, mais également de mise en situation favorisant le développement et la mise en œuvre des compétences. C'est ce qu'on va appeler les SAE, qui a été évoqué aussi tout à l'heure. On a une forte propension, enfin une force, répartition de projets pluridisciplinaires avec un volume de l'ordre de 300 heures, mais également des périodes en entreprise. Et les formations d'ingénieurs, ce sont des formations qui sont accréditées par la commission des titres de l'ingénieur, la CTI. Donc la CTI nous impose des critères en lien avec les exigences d'un futur ingénieur dans le monde actuel, à savoir avoir un niveau en langue requis qui est très important, avec une certification en langue en TOEIC de l'ordre de 820. Bien évidemment, elle peut être supérieure, et forcément une mobilité à l'international pour les 2 statuts, que ce soit étudiant ou apprenti, de l'ordre de 18 semaines pour les étudiants et de l'ordre de 12 semaines pour les apprentis. Focus sur le premier cycle. Donc, premier cycle, sciences et humanités pour l'ingénieur, comme je vous l'ai dit en intégration, en introduction, pardon. L'objectif, c'est de toucher aux sciences fondamentales. Donc là, on va avoir une grosse base de mathématiques, de physique, d'informatique, de physique appliquée. Plus les humanités qu'on a évoquées tout à l'heure. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un étudiant qui a suivi les 2 années de SHPI ait une vue d'ensemble de tous les domaines d'ingénierie
disponibles au sein de l'école et voire au sein du groupe. D'accord ? À partir de là, on débouche sur le second cycle et les 9 diplômes d'ingénieur, 3e, 4e, 5e année. Donc, sur les années 3 à 5, on va retrouver des formations accessibles sous statut étudiant, FIS, AVM, donc audiovisuel, multimédia, génie civil et bâtiment, informatique industrielle et automatique, mécatronique et 7, système embarqué et télécommunications. Donc, on voit que les domaines sont reliés à ce qu'on a vu tout à l'heure et sont très, très larges. Une spécialité uniquement disponible sous statut apprenti, donc FISA, qui est le GE2I, génie électrique et informatique industrielle, on va les détailler après, et 3 spécialités qui jonglent entre les 2 éléments, FIS et FISA, génie indus, informatique et cybersécurité, et mécanique énergétique. Un focus sur les spécialités FIS, donc on va retrouver sur la partie droite, en fait, vous allez avoir les intitulés de poste, de profil d'ingénieur qui sont ouverts à l'issue de nos formations. Donc, en AVM, on va retrouver des élèves qui vont travailler sur les thématiques dites ingénieurs de broadcast ou de post-production. Donc, c'est des éléments qui auront été amenés à être découverts dans le cadre de leur cursus. Les étudiants qui peuvent suivre la spécialité génie civil et bâtiment peuvent déboucher vers, par exemple, le statut de BIM manager, et ils ont en plus, petite particularité, la possibilité d'avoir un double diplôme d'architecture à l'université de Mons. Donc, ils suivent des enseignements orientés vers l'architecture dans le cadre de leur cursus, et ensuite, à l'issue du bac plus 5, ils peuvent continuer 2 années et en plus avoir le diplôme d'architecte. Un ingénieur ILESA, informatique industrielle et automatique, va se tourner plutôt vers les champs de la robotique industrielle. Voilà, pour faire simple. On travaille en phase amont sur les études et sur le R&D, donc la recherche et développement. On retrouve la thématique de l'usine du futur. Système embarqué et télécommunications, on est sur 7, de la communication et des systèmes embarqués. Maintenant, en fait, la communication, elle est partout, au sein de nos véhicules notamment. Donc, l'objectif d'un ingénieur 7, c'est d'être en capacité de déployer des systèmes dans lesquels on communique, et ces systèmes sont mouvants. Donc, que ce soit des drones, un véhicule connecté, un avion, etc., etc. Enfin, dernière spécialité, la spécialité mécatronique. Donc, la spécialité mécatronique, c'est vraiment une spécialité qui a une approche système et qui vient regrouper différents champs disciplinaires. La mécanique, l'électronique, l'automatique, l'informatique, la robotique et l'avionique notamment. Et c'est l'une des rares spécialités où on a une norme qui cadre ce que c'est que la mécatronique. D'accord ? Donc, les étudiants en mécatronique, qui sont sous statut FIS, s'orientent vers de l'intégration système. Si on bascule maintenant sur les formations accessibles sous statut apprenti et sous les 2 statuts, donc on va avoir du GE2I, génie électrique et informatique, où on va plutôt travailler ici sur toutes les problématiques associées à la transmission de l'énergie électrique. Et c'est la transmission de l'énergie électrique dans, par exemple, les smart grids et dans les gros systèmes énergétiques. Donc, une infrastructure, on est en train de parler, par exemple, du déplacement de l'électricité depuis une centrale nucléaire jusqu'à votre résidence. Génie industriel, on est sur des aspects plutôt orientés logistique et amélioration continue. Donc là, on est sur des systèmes de production, ils sont accessibles en FIS et en FISA. Donc, comment on achemine un produit jusqu'à, donc là, pas l'électricité en l'occurrence, mais un produit physique jusqu'à son destinataire final. Informatique et cybersécurité, je pense que ça parle directement à beaucoup d'entre vous. On va, par exemple, avoir des profils d'experts en tests d'intrusion sur les aspects cyber, mais on retrouve des aspects plus classiques informatiques avec les aspects sécurité et logiciels, et puis une petite zone commune avec le 7, avec, par exemple, le développement d'applications mobiles. Enfin, dernier diplôme d'ingénieur évoqué aujourd'hui, la mécanique et énergétique. Donc, mécanique et énergétique, FIS comme FISA. On va traiter de la conception et la simulation numérique. Conception, je réalise un objet. Simulation, je m'assure en amont que mon objet va permettre de valider son cahier des charges par le calcul numérique. Mais on va également jusqu'à l'étude des matériaux et l'étude des secteurs, dans des secteurs tels que le transport et l'énergie. Donc ça vous permet, à l'issue des 5 années, d'être préparé à l'intégration du monde de l'entreprise. Dans les secteurs qui sont évoqués ici,
phase amont principalement, bureau d'études, conseil, R&D, mais également, pour certains, la production, voire des aspects commerciaux. Ça va ouvrir les portes, en fait, de grandes entreprises. Par grandes entreprises, qu'est-ce qu'on entend? C'est des entreprises de taille de plus de 250 salariés. Donc, vous avez quelques noms ici, sachant que l'employabilité, hein, que ce soit en licence master ou sur les diplômes d'ingénieur, est excellente. On se focalise donc sur des secteurs d'activité qui sont ceux évoqués au départ, hein, et qui sont ceux de notre bassin: le transport, les tisses, l'énergie, l'environnement et la construction. Et on va entendre le témoignage de Juliette. Merci beaucoup, Antoine. Je voulais remercier également Vincent et Dame, puisque tous les deux, vous avez posé des questions dans le chat. C'est des questions qui concernent justement l'intégration, du moins comment entrer donc à l'INSA Hauts-de-France. On va répondre, je vous promets, à vos questions d'ici quelques minutes. Mais on va entendre effectivement le témoignage de Juliette. Juliette, donc vous êtes en deuxième année de ce cycle ingénieur, année ô combien importante, décisive, puisque vous allez faire le choix là de la spécialité, donc pour la troisième année et pour la suite de vos études. Parlez-nous un petit peu avant de votre parcours et pourquoi avoir choisi le cycle ingénieur. Alors, mon parcours avant l'INSA, c'est un parcours assez classique, de terminale, parcours général, spécialité mathématiques et physique-chimie avec l'option maths expert. L'option maths expert qui n'est pas obligatoire, mais que je conseille vraiment grandement, parce que ça facilite la vie et sans ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, Antoine, à côté, hoche la tête quand même, ça semble… Je confirme. Pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Faites-le. Si vous avez la possibilité. Bon, alors si vous êtes sur le live, je pense que c'est le moment plutôt des choix Parcoursup, donc c'est plus trop le moment de changer ça. Mais si vous l'avez fait, ça vous facilitera grandement la vie. C'est pas impossible sans, mais c'est beaucoup plus simple. Donc j'avais une petite spécificité, c'est d'avoir fait un parcours binational au lycée italien, qui aujourd'hui à l'INSA me mettent sur la partie humanité et tout ça, mais qui sinon n'est absolument pas nécessaire. Non. Voilà. Et pourquoi l'ingénierie alors, Juliette? Alors l'ingénierie, c'est une idée sur laquelle je me suis obstinée depuis le collège. J'ai vu des reportages TF1, je me suis dit je veux faire ça, je veux créer, et c'est la voie qui permettait au final d'arriver vers ça. Au fur et à mesure, j'ai découvert plein de choses sur l'ingénierie qui m'ont confirmé que c'était la voie qui m'allait. Alors, Damien nous dit on n'entend pas très bien Juliette. On va essayer de régler ce problème, peut-être, Juliette, de vous rapprocher un petit peu de l'écran, voilà, pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Donc, Antoine nous le disait, hein, les 2 premières années, c'est un tronc commun, en fait, et puis ensuite, donc, le choix de spécialité. Vous avez déjà fait le choix de votre spécialité? Alors Excusez-moi. Voilà, un petit le souci technique. choix officiel n'est pas encore fait. On n'a pas encore rempli les formulaires, mais je sais que je vais m'orienter du coup vers la spécialité mécatronique dont Antoine Veillère a parlé juste avant. En arrivant à l'INSA, c'est pas la spécialité que j'imaginais prendre. Je pensais plutôt m'orienter vers la mécanique énergétique. Mais le fait d'avoir eu les 2 ans pour choisir, pour découvrir les différentes matières, va vraiment pousser vers cette matière parce que c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup plus. Juliette, ça vous a aidé à y voir plus clair ces 2 premières années Tout à fait. sur On a sur vraiment votre pu projet? voir toutes les matières. Ouais, sur toutes les matières. Parlez-nous un petit peu et faites-nous un retour d'expérience. Voilà, on a beaucoup de lycéens, beaucoup de parents de lycéens. Comment comment vous vivez, j'allais dire, comment avez-vous vécu, mais non, vous le vivez encore aujourd'hui. Comment vivez-vous ces premières années-là de ce cycle Alors, je les ingénieur? vis très très bien, franchement, honnêtement. Des petites périodes de stress, forcément, avec les examens. Je pense que les professeurs le voient, c'est pas forcément évident, c'est une charge de travail, mais ça se vit très bien. On est très bien accompagné par les professeurs. Il a expliqué, c'est quelque chose qui est très encadré. On a énormément d'heures en cours. Donc, il reste du travail à la maison, mais le principal est vu en TD, en CM. Donc, franchement, c'est plus compliqué que le lycée, mais c'est très bien accompagné. La transition se fait sans trop de problèmes. Et puis vous êtes la preuve aussi, Juliette, qu'une école d'ingénieur n'est pas réservée uniquement aux garçons. Comme souvent, voilà, on peut parfois avoir ce cliché, Antoine, hein. Et ce serait bien dommage. Non, justement, on est vraiment sur l'ouverture. On sait très bien que voilà, il y a pas de, tous nos métiers recrutent. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse s'accompagner, mais être en capacité de se réaliser au travers de l'école. Donc, bien entendu, les filières sont toutes ouvertes aux femmes, et c'est avec plaisir qu'on sera
voilà, les accueillir. Ouais. Voilà. Ça ne devrait pas être un sujet en 2026. Ni une question, hein, effectivement, aujourd'hui, on est absolument d'accord là-dessus. Juliette, avez-vous, hésité lorsque vous étiez, lycéenne entre, donc, ce cycle ingénieur et puis une formation universitaire? Alors, j'avais envisagé la formation universitaire, mais c'était vraiment pas mon plan principal. Disons que si par exemple je n'arrivais pas à entrer en formation ingénieur, c'était une possibilité, c'était une voie qui m'intéressait aussi, mais c'est pas celle qui m'a vraiment marquée ou quand j'ai visité des établissements où je me suis dit je veux faire ça. Alors, ça aurait pu être une voie super, mais c'était pas celle pour moi. D'accord, alors ça c'est intéressant, effectivement, pas une voie pour vous, et c'est un petit peu, là-dessus que je voulais vous emmener, finalement et on va entendre Sylvie et Antoine parce que vous l'avez compris, on n'est pas voilà, on est dans une espèce de battle mais bien amicale. On a, voilà, face à nous des gens qui hésitent peut-être justement sur la voie à choisir. Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Voilà, si on veut rejoindre le cycle ingénieur ou si plutôt peut-être on veut, rejoindre la voie universitaire? Alors, je vais commencer et Antoine complétera. En fait, c'est vrai que pour nous, on peut pas choisir à la place d'un lycéen. On reçoit beaucoup de monde, hein, aux journées portes ouvertes ou dans les forums. Ce sont vraiment 2 formations, on aboutit à des métiers qui sont semblables, mais en fait, c'est 2 chemins différents. Quand on vient en licence, en général, par exemple, on aime les maths et on n'aime pas la physique. On aime l'informatique, on n'aime pas la chimie et on a vraiment une passion, par exemple. Et du coup, l'étudiant se trouve très bien en licence parce que il travaille essentiellement ces disciplines-là et du coup avec beaucoup plus d'autonomie de projet, on en a souvent parlé, quoi. Mais c'est un étudiant qui a déjà vraiment un secteur. Julia disait tout à l'heure, ça me convenait bien moi d'avoir encore 2 ans parce que je savais pas, je sais que je suis scientifique, je sais que je veux devenir ingénieur, mais alors j'arrive pas trop à savoir parce que c'est vrai qu'ingénieur euh, demander à quelqu'un c'est quoi le métier d'ingénieur, c'est toujours difficile de répondre en fait. Et dans quel domaine? Et du coup, avoir ces 2 ans qui restent pluridisciplinaires, c'est vraiment la grosse différence, permet finalement un éclairage au travers d'enseignements vus avec le regard d'enseignants-chercheurs, parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer en lycée, je sais ce que c'est que la mécanique, bah, pas vraiment, parce que autant les maths, la physique, l'informatique, on peut avoir quelques idées, mais sur l'automatisme, de la mécanique. On ne sait pas trop, en fait, on n'en a pas fait au lycée. Et finalement, ça permet ces 2 années en cycle pluridisciplinaire d'avoir une idée beaucoup plus précise. Et puis, on se découvre, en fait, et on peut s'épanouir dans tel ou tel secteur. Donc, vraiment, c'est 2 voies et c'est difficile de conseiller. Nous, on peut questionner en fait la personne qui est en face de nous, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ou là aussi elle prend du plaisir aussi à travailler parce qu'on ça demande du travail personnel, que ce soit en licence ou en cycle ingénieur, il faut s'investir. Et si on ne prend pas de plaisir quand on étudie, ben, ça va être compliqué en fait, hein, la vie, parce qu'il y a beau avoir plein de choses dans la vie étudiante qui aident l'étudiant à se sentir bien, à être serein, il faut quand même prendre du plaisir dans ses études, quoi. Alors, je ne sais pas, Antoine, Antoine? peut-être, oui. Non, mais c'est très complet, c'est exactement ça. Moi, j'ajouterais l'aspect feeling, en fait. Une formation, c'est une rencontre aussi. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous sont peut-être venus à nos journées portes ouvertes. Vous vous connaissez, vous savez où vous voulez aller, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous arriverez à l'endroit où vous voulez aller en passant du côté ingénieur ou en passant par les formations universitaires. En revanche, il n'y a que vous qui savez qui savait votre capacité de travail, qui savait, bah oui, je peux endurer 2 années plutôt larges sur des thématiques. J'ai encore envie de découvrir plein de choses, ok, ou alors, bah, auquel cas, on va plutôt du côté ingénieur, ou alors, je sais clairement ce que je veux faire, et moi, je veux me focaliser là-dessus et devenir un spécialiste de cette thématique, ok, et ben, le raccourci, c'est de se dire, bah, je vais plutôt vers les formations universitaires, c'est la grosse différence. Dans quel parcours y a-t-il plus de stages, plus de projets? Wow, je dirais que c'est équivalent en fait. On a le même nombre, en même nombre de semaines, je crois. Enfin, on n'a pas comparé. C'est vrai qu'on n'a jamais fait des comptes, mais On est sur 44 chez nous. moi, j'ai pas, je Ouais, saurais pas dire. J'ai jamais compté en fait aux licences combien on a de licences et masters, combien on a de périodes de stage. Mais je dirais que c'est équivalent. On en parlait tout à l'heure quand on présentait les stages, que ce soit Antoine ou moi, les stages conventionnés, l'alternance. Là, on est vraiment sur des formations où c'est similaire.
La différence entre les deux, c'est qu'en licence master, on n'a pas une exigence de TOEIC imposée, par exemple. Ça, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas avoir le titre d'ingénieur si vous ne validez pas un certain niveau en anglais, par exemple. Alors, évidemment, nous, l'anglais, il y a beaucoup d'anglais et nos étudiants peuvent aussi passer le TOEIC au sein de notre formation. Mais ce n'est pas une exigence pour avoir le diplôme. Alors que côté ingénieur, il y a cette exigence. Et il y a aussi côté ingénieur l'exigence de faire un stage à l'étranger. C'est une obligation. Pas en licence master. Mais sur les périodes, le nombre de semaines, ça doit être pareil, en fait. Alors, on va s'intéresser à comment candidater, puisque de toute façon, il y a pas mal de questions justement qui concernent donc cet aspect-là. Et puis on entendra aussi Juliette et puis Arthur qui nous donneront des On avait conseils dit la vie justement. étudiante. La vie étudiante, vous voulez faire la vie étudiante maintenant? Parce que sinon, on peut parler de la vie On va étudiante. Comment candidater. vous voulez préférer parler de la vie étudiante? C'est à la carte, vous savez, on s'adapte. Non, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Tu prends la Alors, présentation? comment candidater? On va revenir sur la présentation. Sifanelli, voilà, qui gère la réalisation de ce live, peut revenir sur la présentation. Et on va, voilà, juste nous éclairer un peu sur comment candidater, pas forcément aller vraiment dans. On va faire simple. Oui. On va faire On va simple, faire simple. voilà. Et puis on va répondre surtout aux questions après, notamment de Vincent et de Dame. Ouais, ça marche. Donc, comment candidater? Donc, déjà pour les formations d'ingénieurs, effectivement, le gros du travail se fait au bac. D'accord? Donc, là maintenant, puisque la majorité des participants sont des parents de lycéens, mais on a également la possibilité, vous voyez, d'intégrer à bac+2. Donc, comment on intègre une INSA Hauts-de-France? Donc, c'est principalement, donc c'est écrit concours INSA admission post-bac. Dans la réalité, c'est sur dossier via Parcoursup. On a la possibilité de choisir entre les différentes écoles du groupe INSA et de classer en fonction des thématiques souhaitées les centres dans lesquels on souhaite venir. Ensuite, à bac+2, c'est très diversifié. Donc, on parlait de la possibilité d'intégration pour les licences. Vous voyez, c'est la flèche de droite, pardon. But, PATS ou licence, on peut passer par ce flux-là. À bac+2, on peut intégrer également via les CPGE, donc les classes prépa aux grandes écoles classiquement, mais les DUT, les buts, certains BTS et certaines licences aussi peuvent intégrer chez nous. Les spécialités, vous voyez, les spécialités FIS comme FISA. Bien évidemment, le flux principal, c'est l'intégration de notre premier cycle vers les spécialités FIS, et on a un flux minoritaire vers les spécialités FISA. À la marge, sur la droite, Master 1, on peut également intégrer en quatrième année. OK? Alors, ça répond peut-être justement à la question de Dame, et on va l'élargir cette question à Dame qui nous dit qu'elle est en prépa TSI, elle a postulé via concours et via sous-dossier. Comment intégrer la formation mécatronique et de manière plus générale, voilà, pour celles et ceux qui ont fait des prépas dans un autre établissement, comment vous rejoindre donc sur le cycle sur les 3 ans? Sur la prépa TSI, c'est l'intégration au travers du concours INSA admission bac+2 CPGE. Donc, c'est tout à fait possible. C'est la flèche de gauche. Aucun souci là-dessus. Parfait. Ça répond donc à cette la question de Dame. Voilà pour l'admission ingénieur. Oui. Alors, simplement, si vous voulez les renseignements vraiment détaillés, comment candidater, vous avez ici première, deuxième, troisième année ou les troisième ou quatrième année. C'est les liens qui se situent ici. On vous mettra évidemment en fin de live tous les liens pour aller un peu plus loin et pour savoir comment candidater, que ce soit donc sur le cycle ingénieur ou sur la formation universitaire. Sylvie, peut-être sur… Oui, alors pour le cycle licence, c'est Parcoursup, je crois que tout le monde connaît. Donc les dates, je les ai rappelées, mais voilà, du 9 janvier au 12 mars, on formule ses vœux, finalisation des vœux jusqu'au 1er avril, et à partir de 2 juin, consultation des réponses, le retour entre le 5 et le 8 juin, et à partir du 11 juin, la phase complémentaire. Pour les licences à l'INSA Hauts-de-France, seule la mention audiovisuelle est une filière sélective. Donc, il y aura des entretiens pour pouvoir intégrer cette mention. Et puis, si on veut intégrer directement en licence 2 ou en licence 3, parce qu'on a fait autre chose avant, c'est une plateforme qui s'appelle e-Candidat.
Et j'ai quand même mis, même si c'est peut-être pas notre public aujourd'hui, mais s'il y a des personnes intéressées pour savoir comment intégrer un cycle master, il y a une plateforme qui est un peu à l'instar de Parcoursup, qui s'appelle Mon Master cette fois pour intégrer ce cycle. Donc là, il y a jusqu'à 30 vœux et j'ai rappelé là sur la diapo les dates importantes pour intégrer le Master 1. Pour le Master 2, c'est une plateforme et c'est encore la plateforme e-candidat qui permet d'intégrer un Master 2. Voilà, après, je ne sais pas s'il y a Alors, des questions. C'est très classique pour. oui, c'est très classique. On va justement peut-être entendre le témoignage aussi d'Arthur, ou du moins les conseils d'Arthur et de Juliette dans un instant, mais on va prendre la question de Vincent. Et je sais que c'est une question que l'on vous pose régulièrement lors notamment des JPO ou lors des salons. Vincent, qui est en terminale, il aimerait savoir de combien est la moyenne générale minimum pour pouvoir accéder au cycle ingénieur. C'est une excellente question qu'on diffuse assez peu, à vrai dire. Donc, c'est tout résumer à une moyenne générale, c'est compliqué parce que ça dépend vraiment de vivier. On parlait du choix des options. Voilà. Allez, pour donner une moyenne au jugé, si on est entre 15,5 et 16, les chances d'intégrer sont Excellente. voilà, sont pas mal. 15,5, 16, attention, il ne s'agit pas de s'en contenter, on est bien d'accord. On accepte au-dessus. Bien sûr, Il ne s'agit pas de évidemment. se limiter. Voilà, j'espère que ça répond, Vincent, à votre question. Puis j'imagine que voilà, cette question, certains d'entre vous se la posent également. Juliette, vos conseils, peut-être pour intégrer justement le cycle ingénieur à l'INSA? Alors, je pense que les conseils sur le travail qu'il y a à fournir pour intégrer, c'est un petit peu tard. Malheureusement, j'espère que vous avez bien travaillé, mais là, c'est Parcoursup qui décidera. Enfin, plutôt le cycle admission qui s'occupera d'analyser les résultats Parcoursup. Si je peux vous conseiller plutôt sur l'intégration de l'INSA, c'est allez-y assez tranquillement, ça se passe bien. En règle générale, ça se passe bien. Vous êtes guidés et croisez les doigts pour après, je pense que ça devrait aller. Ouais. Antoine, il y a un entretien pour intégrer l'INSA? Tiens, alors ça dépend en fonction de la première ou de la deuxième année. Et l'objectif de l'entretien n'est pas de regarder, on n'est pas en train de regarder les résultats académiques. Ça a été fait en amont. Donc l'objectif de l'entretien, nous, ce qu'on cherche au sein du groupe INSA, au sein d'INSA, c'est des gens qui soient en cohérence avec nos valeurs, les valeurs d'humanité, les valeurs de travail collaboratif. Et on veut avoir on sait que tous les étudiants qui vont passer en entretien sont des étudiants avec une tête bien faite académiquement. Mais quelles sont les valeurs? Comment ils se comportent au niveau des soft skills? Ça, c'est des éléments très importants et on veut voir en situation, alors on ne va pas tout dévoiler là des entretiens, mais en situation, on est intéressé par voir leur comportement. Voilà. Et ça, c'est très important. Leur projet, leur projection, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, à quoi ils s'intéressent, au-delà des maths et de la physique, qui sont essentiels. Juliette, un retour d'expérience sur cet entretien que vous avez passé il y a 2 ans maintenant? Alors, c'est un entretien pour lequel j'ai beaucoup stressé, au final, sans vraiment de raison. Parce que je suis tombée en plus sur un jury qui a été très rassurant, qui vraiment cherchait à comprendre quel type de personne on était pour savoir si on avait bien notre place à l'INSA. Parce que comme ils le disent, académiquement, tout avait été validé. Ils cherchent à voir un peu au-delà du profil Parcoursup, de découvrir quel type de personne on est. Il n'y a pas de questions pièges. Ils ne vont pas vous poser des calculs de mathématiques à remplir au tableau d'un seul coup. Il y a des choses qui peuvent vous prendre un peu au dépourvu. Des fois, il y a des questions auxquelles vous ne pensez pas du tout. Mais en restant vous-même, en général, ça suffit. On n'en demande pas plus. C'est ce qu'on veut voir. Merci du conseil, en tout cas, c'est toujours intéressant voilà, d'avoir ce retour d'expérience. Du côté donc, de la formation universitaire, est-ce qu'il y a des conseils à donner, peut-être Arthur, Sylvie? Alors moi, je dirais déjà de Pas ne pas penser- trop censurer quand on fait ses vœux, d'accord, de bien réfléchir. Si on met donc là, au-delà de nos propres formations, c'est un conseil de varier, d'avoir des aussi de pas ne mettre que des formations sélectives, par exemple. Voilà, et de pas se censurer aussi. Je veux dire, peut-être pour remplir les 10 vœux de Parcoursup. Vous avez encore jusqu'à ce soir, hein, voilà, pour, pour changer, éventuellement modifier quelques vœux, voilà, si vous voulez le faire. Peut-être qu'à l'issue de ce live, justement, ça vous donnera des idées. Arthur?
Oui, pareil pour l'ingénierie, c'est l'intégration au sein du cycle universitaire se fait très facilement. Il y a les tuteurs dont j'ai fait partie en début d'année nous font visiter le campus, nous rassurent parce que si on a des questions à leur poser au début d'année, c'est bien de leur poser et c'est important parce que ça peut nous rassurer, vous rassurer justement. Et voilà, franchement, l'intégration se fait très bien. Vous êtes parfait, vraiment parfait Arthur, parce que ça nous emmène à la vie étudiante justement. Voilà, c'est une très bonne transition, justement sur la vie étudiante. Bah, parlez-nous un petit peu de cette vie, étudiante. J'ai cru comprendre, vous Arthur, que vous étiez, très investi. Vous l'avez dit, vous êtes tuteur, vous participez aussi à l'aide aux devoirs. Parlez-nous Oui. un peu, voilà, de l'ambiance, des différentes, associations, donc, présentes sur ce campus. Alors donc moi j'ai fait du tutorat d'accueil justement en début d'année qui, fait faire la visite aux étudiants. J'ai fait, du tutorat de remédiation, donc donner des cours entre guillemets de l'aide pour les élèves qui sont en WiSI sur Parcoursup et là actuellement je fais l'aide aux devoirs, donc ça rentre dans le cadre des modules d'ouverture aussi. Donc c'est intéressant parce que ça donne une expérience autre pour ceux qui veulent devenir prof, par exemple. C'est très intéressant parce que ça montre un peu les débuts de ce que ça peut être, de ce que ça peut être. Quant aux associations, il y a une association qui s'appelle la Sphinx pour l'INSA qui fait une journée d'intégration et elle fait des petites activités tout au long de l'année qui sont vraiment bien. Par exemple, quand c'est le Mardi Gras, ils font des crêpes, ils font plein de choses comme ça. Et franchement, c'est bien. Ils font même des compétitions de jeux, des choses comme ça. Très intéressant voilà, la journée crêpe. On va demander à Fanelli qui, réalise, donc ce live, peut-être de revenir sur la présentation parce que je sais que vous avez une diapo justement, sur les différentes associations, donc sur le campus et puis peut-être rappeler, finalement Sylvie et Antoine que la vie étudiante c'est aussi important, et que ça fait partie aussi un peu de l'ADN, de l'INSA Hauts-de-France. Ben, c'est ce qui fait le sel des études supérieures aussi. Voilà, ce qui rend le quotidien un petit peu moins focus et qui contribue aussi à faire en sorte que nos élèves bah, s'ouvrent aux autres, quoi. Et Oui, se mélangent aussi. ce mélange et puis ça contribue, il faut à l'équilibre en fait, de C'est ça. l'étudiant. En fait, pour être bien dans ses baskets, hein, il faut au-delà d'apprendre, c'est aussi, de savoir se détendre. Donc c'est très important en fait, donc voilà, je suis contente qu'il y ait plein d'associations et plein d'activités pour nos étudiants et je pense que les parents doivent pas être effrayés par tout ce qui est organisé parce que ça peut être aussi, on apprend aussi au travers, on doit partager, c'est la vie en communauté aussi et c'est important en fait. Juliette, Et ça peut-être du coup tu peux oui? Oui. Hein? C'est vrai qu'au final, cette vie étudiante, on la retrouve à travers toutes les assos, tous les événements qui sont organisés par le BDE ou du coup les différentes assos. Et à partir de là, il y a une cohésion entre les élèves qui est créée que je trouve magnifique. Jamais j'aurais pensé en arrivant ici. On en parlait, on me l'a vanté, j'aurais pas pu l'imaginer. On peut parler avec les années supérieures, il y a énormément de monde qui vient nous aider en fait. Parce qu'on est un peu perdu en arrivant, on a peur. Et au final, c'est vraiment une cohésion qui est poussée, qui est portée par l'INSA, que ce soit lors de la vie étudiante ou lors des projets de fond, c'est une cohésion qui est très, très poussée. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses organisées, énormément de types d'associations. On va trouver de la robotique, de la lecture, on va trouver beaucoup de sport, du sport qui, si ce n'est pas proposé par une association de l'INSA, va être proposé par l'UPHF. Il y a du coup des croisements qui sont entre les différentes formations aussi, on en voit beaucoup. Et tout est possible. Et si jamais l'association que vous souhaitez avoir n'est pas là, créez-la. J'ai un ami qui en a créé une hier. Donc, tout est et puis la possible. vie étudiante, c'est aussi, vous l'avez rappelé, l'occasion de créer du réseau aussi, hein, pour, plus tard, dans la vie professionnelle aussi, ça part souvent de là. Voilà, c'est, une bonne carte aussi. Il nous reste 2-3 minutes là dans ce live. N'hésitez pas encore une fois à poser, vos questions. Moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, à tous les 2, Antoine et Sylvie. C'est un peu la question, finalement, on va l'appeler la question de daron, pardonnez-moi, mais est-ce que, voilà, je suis étonné, finalement qu'on ne l'ait pas dans le chat, mais est-ce qu'il y a un parcours plus sûr que l'autre? Sûr. Ouais, plus sûr. Voilà, plus sûr dans le sens débouché métier, plus sûr d'assurance pour l'avenir. Ben, alors, ce qui est formidable, et là, on va encore faire un match nul sur la battle, mais
Aujourd'hui, un bac+5, qu'il soit universitaire ou issu d'un diplôme d'ingénieur, c'est l'assurance d'avoir un emploi, et ce, jusqu'à la retraite, même si l'âge de la retraite s'éloigne de plus en plus. Donc, il n'y a pas de parcours plus sûr. Une des spécificités quand même, et un des attraits de cette université, de ce modèle polytechnique, c'est les passerelles. Et donc, ce qu'on peut appeler, on va dire, quand on parle d'un parcours sûr, on dit un parcours où on n'a pas d'échec. Mais en fait, il n'y a jamais d'échec. Quand on est en difficulté dans une formation, on a la possibilité de switcher dans d'autres formations en licence et en master. Quand on performe en licence et en master, on a la possibilité de switcher, si on le souhaite, vers des diplômes d'ingénieur. Et donc, à partir de là, j'ai envie de dire que l'intégralité, le dispositif dans son intégralité est sécurisé, quelle que soit la voie entreprise. Oui, j'ai quasiment rien à rajouter parce qu'on pourrait penser que au bout de 3 ans, la licence, il y a un diplôme. Mais ce diplôme, il n'est pas professionnalisant en fait. Et donc, bon, il faut finir par un master si on veut atteindre des métiers dont on a parlé tout à l'heure. Et si l'étudiant finalement en cycle ingénieur, au bout de 2 ans, se dit, bah, moi, j'ai pas de diplôme, mais c'est pas grave, il peut réintégrer une licence. C'est exactement ce que M. Veillard vient de dire en fait. Donc, grâce aux passerelles, en fait, il n'y a pas de problème en fait d'insécurité. C'est sûr. Et tout est possible finalement, également, voilà, en termes de perspective. Je m'aperçois qu'on n'a pas répondu à la question de Valérie qui a posé, Ah. cette question, voilà, quand même, il y a quelques minutes Je maintenant. l'attends. Valérie qui aimerait savoir est-ce que l'INSA, peut accompagner un projet innovant autour du sport, de la rééducation et du bien-être? Bien sûr. Alors, on a un dispositif particulier au sein de l'INSA, mais qui est commun à tout. Là, je vais parler de l'INSA Hauts-de-France, mais c'est commun à tous les INSA. C'est le statut SHL, qui s'appelle statut sportif de haut niveau. Donc, différentes possibilités pour avoir ce statut. Soit l'étudiant qui souhaite intégrer est déjà performant dans la thématique qu'il envisage, performant au niveau. Alors, quand on parle de performance, on parle principalement de performance au niveau national, voire à l'international. Et auquel cas, il y a la possibilité d'être recruté dès le départ via un vivier particulier qui s'appelle SHM. Un étudiant qui n'a pas, alors souvent il faut être sur liste ministérielle auprès du ministère des Sports et de la Santé pour avoir directement ce dispositif. Mais on peut intégrer directement l'INSA Hauts-de-France et à un moment continuer une carrière ou avoir des performances. Et là, on peut en interne aussi avoir ce dispositif. Ce dispositif, ce n'est pas juste une étiquette SHL, c'est l'ouverture vers des aménagements, des choix de groupes de TP, des groupes de TD, des aménagements d'emploi du temps en fonction des entraînements, mais également des examens, potentiellement des reports d'examens si nécessaire. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte, là encore, que l'étudiant puisse continuer, n'ait pas à choisir entre ses études et sa passion. Voilà. Et on arrive à faire les deux. Voilà Valérie, désolé d'avoir mis un peu de temps à répondre à votre question. Caroline qui complète d'ailleurs la question de Valérie. Si on est en SHN, a-t-on le même mode de recrutement après le bac? Après le bac, donc il y a un dispositif particulier. Donc on peut, après le bac, être, en fait, il y a les deux possibilités. Soit on est directement recruté avec le statut de SHN parce que nos performances l'autorisent. Hop, on est dans un vivier particulier, pas de souci. Soit on ne peut pas parce que les performances ne sont pas suffisantes. On rentre à l'école. Dès le mois de septembre, on fait un dossier de SHN en interne et c'est réévalué en interne. Voilà Caroline pour répondre à votre question. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on vous a éclairé ce soir en tout cas sur ces deux voies possibles, sur ces deux parcours. Ce que je vous propose, je vais vous laisser Antoine et Sylvie le mot de la fin. Voilà, un dernier peut-être conseil. Et puis on va remercier aussi nos deux étudiants ce soir qui voilà, étaient avec nous là ce soir. Bravo et merci infiniment d'avoir témoigné. C'est toujours très intéressant. On commence par qui, Antoine ou Sylvie, pour le mot de la fin? Bah, on va faire un mot commun. Oui. Allez, je m'en Ouais. charge si vous voulez. Ouais. Allez-y. Non, mais voilà, clairement, le résumé, c'est il n'y a pas de battle, il n'y a pas d'opposition à la fin, et à la fin, tout le monde gagne. Les parcours, alors, c'est pas, on est tout aussi exigeant. Et ce qui compte, que ce soit du côté licence, master ou du côté ingé, moi, je dis toujours ça, et puis je le redis, c'est une rencontre. D'accord? Donc, nous, on a des propositions, on peut vous amener. Vous voulez aller à un endroit, eh ben, on chemine ensemble, d'un côté comme de l'autre, pour vous faciliter l'intégration et puis votre insertion dans la vie professionnelle. C'est ça le Et but. si vous voulez
En savoir plus, merci Antoine. Si vous voulez en savoir plus sur l'INSA Hauts-de-France, on vous a mis le lien dans le chat. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Et puis, vous aurez toutes les informations, notamment sur les prochains rendez-vous proposés par l'INSA. Et puis, également toutes les informations sur comment candidater. Voilà, c'est absolument complet. Merci à vous quatre d'avoir pris du temps ce soir pour nous éclairer, pour nous renseigner et je l'espère en tout cas pour répondre à toutes vos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on vous souhaite une très 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 belle soirée et puis à très bientôt sur un nouveau live pour l'Express Éducation. Merci à vous quatre. Merci. Belle soirée. Merci, bonne À soirée, bientôt. merci. Au revoir. Bonne soirée.